La semaine dernière, 2 séismes d'une magnitude supérieure à 7 ont frappé différentes parties du globe. Les volcans ont intensifié leur activité et des conditions météorologiques extrêmes ont de nouveau frappé les populations et les infrastructures. Comment les éléments ont-ils bouleversé la vie de régions entières et quelles conséquences ont-ils laissées derrière eux? Restez bien avec nous pour découvrir la suite de notre émission. Nous partons maintenant en voyage, direction la Colombie. Le matin du 10 août, l'ouest de la Colombie a été secoué par un puissant séisme de magnitude 7,4. Son épicentre était situé dans la municipalité de San José del Palmar, dans le département du Chocó, et son foyer se trouvait à une profondeur de 103 km. Selon le directeur général du Service géologique national, cet événement est le 3e séisme le plus important en termes de magnitude dans l'histoire du pays. Les secousses ont été ressenties dans la quasi-totalité de la Colombie. Après la secousse, le service géologique a reçu plus de 20 000 signalements de la part d'habitants de plus de 1200 localités. Les conséquences ont été particulièrement lourdes dans les grandes villes de Cali, Pereira, Manizales, Quibdó et dans un certain nombre de petites municipalités. Les gens se sont précipités hors de leurs maisons, de leurs bureaux et des centres commerciaux. Des patients ont été évacués en urgence de certains hôpitaux. Dès les premières heures, les secouristes et les habitants locaux ont déblayé les décombres à la main, tentant d'atteindre les personnes piégées sous les débris. Certains ont survécu par miracle dans la partie intacte d'un bâtiment effondré. D'autres ont été aidés par leurs voisins pour sortir rapidement de chez eux. Les pompiers, la Croix-Rouge, la défense civile, les équipes cynophiles et des engins lourds ont été mobilisés pour les opérations de secours. L'ampleur des destructions s'est avérée immense. Selon l'Unité nationale pour la gestion des risques de catastrophes de Colombie, plus de 81 500 maisons ont été endommagées. Environ 14 500 autres ont été entièrement détruites. Lors du séisme, non seulement des maisons individuelles se sont effondrées, mais aussi 66 grands bâtiments. Derrière ces chiffres se trouvent des dizaines de milliers de familles qui se sont retrouvées à la rue et qui ont désormais besoin d'un logement temporaire. Le séisme a endommagé non seulement les habitations, mais aussi des bâtiments historiques, des institutions municipales, des églises, des restaurants et d'autres commerces locaux. Divers secteurs du pays ont subi d'énormes pertes. 241 établissements médicaux, plus de 2600 établissements scolaires et plus de 3600 centres communautaires ont été touchés. Près de 300 routes, 44 ponts routiers et 5 aéroports ont été endommagés. L'ampleur de la reconstruction à venir est choquante. Le 18 août, le président de la Colombie a annoncé que les dommages économiques préliminaires causés par le séisme étaient estimés à environ 9,6 milliards de dollars américains. L'événement sismique a touché 15 des 32 départements du pays. Les régions les plus vulnérables sont particulièrement touchées, comme le Chocó, où le taux de pauvreté reste le plus élevé de Colombie. De nombreuses personnes dont les maisons ont été entièrement détruites ont tout perdu, à l'exception des vêtements qu'elles portaient au moment de sortir. Mais il leur reste tout de même le plus précieux. C'est leur vie. Selon les dernières données officielles communiquées, en date du 15 août, le séisme avait malheureusement causé 294 décès, engendré près de 4000 blessés et 320 personnes étaient toujours portées disparues à ce jour. Au cours des opérations de recherche, 353 personnes ont été retrouvées et secourues vivantes. Les géologues estiment que cet événement sismique a provoqué une éruption soudaine d'un volcan de boue, survenu le lendemain dans la municipalité de San Pedro de Urabá. Les spécialistes ont expliqué que les ondes sismiques ont modifié la pression souterraine, ce qui a entraîné une éjection de boue et de gaz à la surface. Les coulées de boue ont inondé les terres agricoles avoisinantes. Plusieurs têtes de bétail ont été piégées ou emportées et ont péri. Les habitants vivant à proximité du volcan ont été évacués. Il convient de noter qu'il s'agit de la 2e éruption de ce type à se produire dans la sous-région d'Urabá cette année. Chine. La Chine fait maintenant face à l'approche finale du typhon Dolphin. Le 9 août, le puissant typhon Dolphin a touché la côte de la province chinoise du Zhejiang, apportant des vents violents et des pluies torrentielles.
Au moment où il a touché terre, la vitesse maximale du vent près du centre du cyclone atteignait 42 mètres par seconde, avec des rafales dépassant les 60 mètres par seconde. Les autorités ont évacué plus d'1 million d'habitants des zones dangereuses. Le 10 août, les 2 plus grands aéroports de Shanghai ont annulé un total de 943 vols et la capacité du trafic aérien a été réduite de près de 40%. La circulation des transports publics a également été suspendue dans la ville. Le 11 août, Doksuri s'est affaibli en dépression tropicale au-dessus de la province du Hubei. Cependant, sa circulation résiduelle a engendré une large bande de pluie torrentielle et de vents violents dans les régions de l'Est, du centre et du nord de la Chine. Dans 14 stations météorologiques nationales, les précipitations quotidiennes ont dépassé les records historiques depuis le début des relevés. Dans le district de Taizhou, dans la province du Zhejiang, le cumul maximal des précipitations pendant la période d'impact du typhon a atteint près de 976 mm. Dans les provinces de Tianjin, Hebei, Henan et à Pékin, les fortes averses ont provoqué des inondations à grande échelle. Les rues se sont transformées en rivières, les voitures et les maisons ont été inondées et les entreprises ainsi que les commerces ont subi de lourdes pertes. Le 12 août, les autorités ont fermé des centaines de sites touristiques et de campings. Plus de 5000 personnes âgées ont été évacuées des maisons de retraite. Le lendemain, dans la ville de Zhoku, dans la province du Henan, une rupture de barrage s'est produite sur la rivière Jilue. La largeur de la brèche était d'environ 30 mètres. En conséquence, le 5e hôpital populaire de Zhoku a été inondé. Le niveau de l'eau atteignait par endroits 1,50 m. Le 14 août, dans le district de Changxing, dans la province du Zhejiang, une coulée de boue s'est produite, entraînant l'effondrement d'une maison. Une personne a péri et 3 ont été portés disparus. Dolphin a duré plus de 15 jours, soit environ 2,5 fois plus longtemps que la moyenne pour la partie nord-ouest de l'océan Pacifique. Bien que le typhon se soit formé loin de la Chine, près de la ligne de changement de date internationale, il a parcouru plus de 6000 km et a atteint le pays en conservant une force équivalente à celle d'un ouragan tropical de catégorie 1. Cela ne s'était jamais produit dans toute l'histoire des observations. Auparavant, les cyclones fornés si loin à l'est, si vous atteigniez la Chine, étaient déjà affaiblis au stade de dépression tropicale. Indonésie. Le matin du 15 août, un puissant séisme de magnitude 7,7 a frappé avec une violence inouïe au large de l'île indonésienne de Flores, provoquant une onde de choc ressentie dans toute la région. L'épicentre se situait à seulement 15 km de profondeur, ce qui a amplifié l'impact du séisme et causé des destructions importantes. Les secousses ont touché plusieurs régions de Flores simultanément. Le séisme a provoqué un tsunami qui a été enregistré dans 4 provinces. La hauteur maximale de la vague a atteint 1,61 m. Elle a été enregistrée dans le district de Manggarai oriental. Après la secousse principale, l'île a continué de trembler. Même près de 2 jours plus tard, l'activité sismique restait élevée. Au matin du 17 août, le nombre de répliques dépassait les 1600. 59 d'entre elles ont été ressenties par la population et la plus forte a atteint une magnitude de 6,2. Les gens avaient peur de retourner dans leur maison endommagée. Beaucoup ont passé la nuit dehors, sous des tentes, sous des abris ou simplement à l'air libre. Environ 5000 personnes ont été évacuées. Une partie d'entre elles a été hébergée dans un complexe sportif et dans des camps temporaires. Selon les données du 17 août, au moins 68 personnes sont décédées et plus de 200 autres ont été blessées. Le séisme a détruit et endommagé des habitations, des écoles, des établissements médicaux et d'autres bâtiments. Selon l'Agence nationale indonésienne de gestion des catastrophes, plus de 900 maisons ont subi de graves dommages. Les fortes secousses ont provoqué de nombreux glissements de terrain qui ont bloqué les routes, notamment l'une des principales artères de transport de l'île, la route Trans-Flores. Les secouristes ont dû déblayer les décombres pour rétablir l'accès aux localités isolées. Les interruptions des communications ont compliqué la coordination des opérations de secours. Pour lutter contre les conséquences de la catastrophe, plus de 3500 militaires et policiers ont été envoyés dans les zones sinistrées. Le même jour, un autre séisme puissant a frappé l'Indonésie dans le nord de Sumatra,
à près de 3000 km de Flores. Sa magnitude, selon les estimations de divers services sismologiques, se situe entre 6,4 et 6,9. Cependant, en raison de la grande profondeur de l'épicentre, environ 163 km, les secousses en surface ont été nettement plus faibles que ce qui est habituel pour des séismes de cette magnitude, et aucune destruction grave ni victime n'a été signalée. Et maintenant, nous partons pour un voyage au Japon. Dans la soirée du 13 août, des pluies records se sont abattues sur la préfecture de Chiba, située sur la côte est de l'île de Honshu. Elles ont été provoquées par ce que l'on appelle des bandes pluvieuses linéaires, de puissants systèmes orageux qui stagnent longuement au-dessus d'une même zone. Dès les premières heures des intempéries, la station météorologique du centre-ville de Chiba a enregistré une intensité de 115 mm de précipitations par heure. En une demi-journée, leur quantité a atteint 348 mm. Cela a dépassé de plus de 3 fois la moyenne mensuelle pour le mois d'août. Des records historiques de précipitations sur 3 et 6 heures ont également été battus. Dans la ville d'Ohamishirasato, environ 120 mm de précipitations sont tombées en 1 heure. Le niveau de l'eau dans les rues atteignait les genoux. Dans la préfecture, les coupures de courant ont touché plus de 19 000 foyers. Plus de 1000 bâtiments ont été touchés par les inondations. Au plus fort des intempéries, dans la matinée du 14 août, plus de 7300 personnes ont été contraintes de chercher refuge dans des centres d'évacuation. Les pluies torrentielles ont provoqué au moins 9 glissements de terrain. Dans la ville de Chiba, un glissement de terrain a enseveli des habitations, provoqué l'effondrement de routes et endommagé des conduites d'eau, laissant des dizaines de foyers sans eau. Les intempéries ont pratiquement paralysé le système de transport. À l'aéroport international de Narita, environ 7000 passagers sont restés temporairement bloqués en raison de la fermeture des routes. Environ 1200 véhicules ont été abandonnés par leurs conducteurs directement sur les routes inondées de la préfecture. Rien que dans le quartier de Midori, plus de 200 demandes d'évacuation ont été reçues. Cependant, les services routiers n'ont pas pu atteindre les véhicules à cause des embouteillages. La compagnie ferroviaire East Japan Railway a totalement interrompu le trafic sur la ligne Kururi et a annulé les trains express pour toute la journée, y compris le Narita Express. Malheureusement, les intempéries ont eu des conséquences tragiques. Au 16e août, le décès de 10 personnes avait été confirmé. Le sort d'une autre personne restait inconnu. Italie. Depuis le 6 août, l'éruption du volcan Etna en Sicile est entrée dans sa phase la plus intense depuis le début de l'année. L'activité s'est développée simultanément sur plusieurs zones. Le volcan projetait de grandes quantités de cendres et de lave, et de nouvelles bouches éruptives s'ouvraient sur ses pentes. Les nuages de cendres ont été poussés par le vent pendant une longue période en direction de la ville de Catane et de son aéroport. En conséquence, le trafic aérien a été gravement perturbé et l'ampleur des interruptions est devenue l'une des plus importantes de ces dernières décennies. Du 6 au 12 août, environ 36% des près de 2000 vols prévus ont été annulés. Plus de 600 autres ont été redirigés. Pour des raisons de sécurité, l'aéroport de Kumisu a également été temporairement fermé. De par sa nature, l'éruption actuelle ressemble aux épisodes précédents, mais elle se distingue par une durée nettement plus importante. C'est précisément cette particularité que les spécialistes soulignent. Ils attribuent l'ampleur du phénomène à une possible remontée de magma provenant de couches plus profondes, où il contient davantage de gaz dissous. Un magma plus profond et saturé en gaz détruit davantage les roches environnantes et favorise la formation d'une grande quantité de cendres volcaniques. Et il convient de noter que, malgré les restrictions en vigueur, des centaines de touristes ont continué à monter sur l'Etna, surtout le soir et la nuit, pour observer l'éruption. Les secouristes ont dû évacuer des personnes des sentiers alors que les cendres et la mauvaise visibilité rendaient l'orientation difficile. Le 16 août, un drame s'est produit. Pendant un orage, la foudre a frappé le flanc du volcan. La décharge a frappé un touriste. Les secouristes ont évacué l'homme par hélicoptère vers l'hôpital de Catane.
Cependant, malgré les tentatives de réanimation, il n'a pas pu être sauvé. Il est important de se rappeler que, pendant l'orage, se trouver sur un versant de haute montagne à découvert augmente considérablement le risque d'être frappé par la foudre. Selon l'Institut national de géophysique et de volcanologie d'Italie, le mouvement du magma dans les conduits volcaniques a réactivé la faille existante de Pernicana sur le flanc nord-est de l'Etna. Les roches de part et d'autre de la faille se sont déplacées les unes par rapport aux autres et l'énergie libérée a provoqué un séisme superficiel de magnitude 3,9 avec un foyer situé à seulement 1 km de profondeur. Les mouvements le long de la faille se sont manifestés en surface par de longues fissures, y compris sur les routes. Par précaution, les personnes présentes sur les sites touristiques à proximité, y compris les restaurants, ont été évacuées. Aujourd'hui, de nombreux phénomènes naturels potentiellement dangereux font de plus en plus partie du tourisme et de l'industrie du spectacle. Les gens se déplacent pour observer des éruptions volcaniques, partent en montagne pendant les périodes de fort risque d'avalanche, s'approchent trop près d'une mer déchaînée ou se rendent dans des zones inondées ou frappées par de violents ouragans pour obtenir des images spectaculaires. Les réseaux sociaux nous montrent des vidéos fascinantes d'éruptions, de tempêtes et d'autres phénomènes dangereux. Mais on voit beaucoup plus rarement ceux qui, partis en quête de telles expériences, ont été blessés ou ont trouvé la mort. Car les voyages qui tournent mal font rarement du beau contenu. Cela se voit particulièrement bien avec l'exemple des volcans en activité. Les excursions sur place sont devenues depuis longtemps un secteur touristique à part entière. Elles sont promues et des itinéraires sont organisés pour s'y rendre. Les gens publient des images spectaculaires de lave et d'émissions de cendres. Progressivement, l'accessibilité même d'un tel lieu émousse le sentiment de menace potentielle. Si des touristes y sont emmenés quotidiennement, on a l'impression que tout est sous contrôle. Mais un site naturel dangereux ne devient pas plus sûr simplement parce qu'une infrastructure touristique s'est développée autour. Et quand rien de grave ne se produit pendant des années et que le comportement du volcan a été relativement prévisible pendant longtemps, le risque commence à être perçu comme quelque chose de théorique. C'est particulièrement vrai aujourd'hui, alors que les spécialistes enregistrent des changements dans l'activité volcanique et mettent directement en garde contre les menaces potentielles. En règle générale, l'être humain s'habitue très rapidement à l'absence de danger si celui-ci ne se concrétise pas pendant longtemps. Et les photos éclatantes, la publicité et le sentiment d'accessibilité effacent encore davantage la frontière entre un site naturel dangereux et une attraction touristique. Mais cette frontière existe, et parfois les éléments nous le rappellent de manière trop soudaine. Alors, vaut-il la peine de payer de sa vie pour des sensations fortes ? Car la vie humaine est la valeur suprême.